Avant de rentrer dans le détail des algorithmes d'ordonnancement traditionnels multitâches, on va faire un petit aparté au cas où on n'a pas de noyau multitâche à disposition. On imagine qu'on est sur une application bare metal, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'OS à disposition, il faut se débrouiller sans multitâche. Alors, une solution qui existe, c'est un algorithme qui s'appelle Cyclic Scheduling, qui s'appelle aussi Timeline Scheduling. On le trouve un peu sous les deux noms en fait, dans la littérature. On est évidemment sur l'idée que chaque tâche a un temps d'exécution maximal, son coût, elle a une période, elle a une échéance. Ici, on va considérer que l'échéance est égale à la période. Et puis, on aimerait ordonnancer correctement ces différentes tâches. Alors, l'approche du cyclic scheduling, c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé, qui est encore utilisé à l'heure actuelle, notamment dans le contrôle du trafic aérien, dans des systèmes assez critiques, parce que on a quelque chose où on aura une prédictibilité parfaite, c'est-à-dire qu'on n'a pas du multitâche avec un ordonnanceur qui va faire des choix pour nous, on a entier contrôle de ce qui va se passer. Avec ça, on va pouvoir traiter donc un ensemble de tâches temps réel. L'idée, c'est que on va avoir une tâche périodique principale, qu'on appellera un slice, et en fait, à chaque période, on va exécuter une ou plusieurs tâches, ou des bouts de tâches, d'accord, et ce, de manière périodique. Donc on a juste besoin d'un timer, en fait, qui va synchroniser l'activation de la tâche principale. Et puis, dans cette tâche principale, à chaque fois qu'elle est réveillée, on va appeler un certain nombre de procédures. Et donc, le problème de l'ordonnancement, c'est simplement ordonnancer ces tâches correctement pour dire, la première fois que je suis réveillé, j'exécute la procédure 0 et la 1, la deuxième fois, j'exécute la 3, la troisième fois, j'exécute la 4 et la 5, etc. Ce qui est bon avec ça, c'est qu'on a un excellent déterminisme, on contrôle en fait vraiment bien tout ce qui se passe, pas d'ordonnanceur, donc pas d'imprédictibilité, donc quelque chose de potentiellement, on pourrait imaginer plus robuste, on discutera de ça un petit peu après, mais quelque chose pour lequel on a un très bon contrôle. Par contre, en termes de programmation, ça pourra devenir un peu laborieux, on va voir pourquoi un peu plus tard, et un des soucis, c'est typiquement le dépassement d'échéance ou dépassement de capacité temporaire. On aura de la peine à gérer ça correctement avec du cyclic scheduling. Donc pour mettre ça en place, qu'est-ce qu'on va faire? On a un ensemble de tâches, chacune ayant sa propre période. On va décomposer en fait notre système en deux cycles, un cycle mineur et un cycle majeur. Le cycle mineur sera le plus grand diviseur commun des périodes. Le cycle majeur, le plus petit multiple commun de ces périodes. D'accord? Donc on va avoir besoin de décomposition en facteur premier pour trouver ces deux valeurs. D'accord? Et puis la tâche, on va avoir l'idée que la tâche principale, celle dont je parlais précédemment, elle va exécuter tous les cycles mineurs, donc très, très souvent. Et puis, simplement, le système va se répéter tous les cycles majeurs en se disant, les cycles majeurs, c'est le plus petit multiple commun de toutes les périodes. Donc ça veut dire qu'une fois que j'atteins cette valeur-là, je me retrouve avec toutes les tâches qui vont recommencer, comme au temps zéro. Donc là, je pars du principe que les tâches n'ont pas de déphasage au départ, elles commencent toutes au temps zéro. Donc au temps PPCM DPI, elles vont de nouveau toutes recommencer exactement. Et donc si je fais mon ordonnancement sur ce cycle majeur, à ce moment-là, j'ai plus qu'ensuite à répéter ça à l'infini pour avoir un système qui fonctionne. Alors, un petit exemple ici, on a trois tâches, on a des fréquences, 40, 20 et 10 Hz pour les tâches, on a un temps d'exécution en millisecondes, et puis du coup on a nos périodes, 25, 50 et 100. Alors, que vaut le cycle mineur ici? 2 secondes de réflexion. Le cycle mineur, c'est le plus grand diviseur commun. Le plus grand diviseur commun, c'est 25 millisecondes. Le cycle majeur, c'est le plus petit multiple commun. En l'occurrence, c'est 100. On a des tâches qui sont harmoniques, en l'occurrence, d'accord, pour simplifier un peu la chose. Donc voilà, on a un cycle mineur qui dure 25 millisecondes, un cycle majeur qui dure 100 millisecondes. Et maintenant, j'ai mes temps d'exécution, donc TA qui dure 10 millisecondes, TB 7,5, TC 5 millisecondes. Donc maintenant, je vais pouvoir choisir comment est-ce que je place mes tâches dans ces cycles mineurs. Alors, je vais le construire, ici, en me disant, voilà, premier cycle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter TA, d'accord? Et je sais que TA doit s'exécuter toutes les 25 millisecondes. Donc là, je commence avec ça. Ensuite, il me reste du temps dans ce cycle. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux exécuter une première occurrence de ma tâche TB pendant 7,5 millisecondes.
Il me reste encore du temps, donc allons-y, on est en forme, on y va avec une occurrence... Ah pardon, non, je gardais ça pour plus tard. On va mettre TC un peu plus tard. Ici, au deuxième cycle mineur, qu'est-ce que je fais? Je reprends la tâche TA, d'accord? Et en fait, je vais faire ça à chaque fois, c'est-à-dire à chaque cycle mineur, je vais commencer avec ma tâche TA. Et puis, ici, j'ai mis l'exécution d'une première occurrence de la tâche TC. J'aurais pu le mettre là, d'accord? Mais voilà, c'est un choix personnel d'avoir décidé de la mettre ici. On verra un peu ce que ça donne pour après. Ensuite, au temps 50, je recommence avec ma tâche TA qui doit à chaque fois s'exécuter. Chaque cycle mineur, j'ai une exécution de la tâche TA. J'ai de nouveau du temps à disposition, donc là, je peux exécuter ma deuxième occurrence de la tâche TB. Ensuite, je continue avec TA. Rien de spécial à faire ici, d'accord? Et puis ensuite, j'ai atteint mon cycle majeur. Donc en fait, cet ordonnancement que j'ai défini là, sur 100, j'ai simplement qu'à le dupliquer dans le temps. Donc là, je vais simplement continuer avec exactement la même chose que ce que j'avais précédemment. D'accord? Le fait ici d'avoir dit que TC s'exécute là, c'est un choix tout à fait personnel. D'accord? J'aurais très bien pu le faire s'exécuter ici. Ça n'aurait eu aucune influence, en fait, sur la gig, typiquement, de TC. Ça n'aurait absolument rien changé. Voilà, donc là, j'ai un ordonnancement possible. Il faut juste que je m'arrange pour que la tâche qui est réveillée là décide d'appeler les bonnes tâches au bon moment pour que ça se passe bien. On verra un peu plus tard comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Alors, un des soucis quand on fait du cyclic scheduling, c'est si on a des tâches avec un coût qui est plus grand que le cycle mineur. Ici, on a un cycle mineur de nouveau qui est de 25. On a une tâche qui a un coût de 30. Donc clairement, on va être obligé de la saucissonner en sous-tâches. Alors ça sera faisable, hein. Par contre, ça complexifie un petit peu la chose. Là, je pars du principe que, comme précédemment, j'ai toujours commencé par la tâche T1, d'accord, que je dois exécuter à chaque période. Là, j'ai un peu de place pour faire T2, puis après, il me reste du temps, donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un bout de T3. T3 nécessite 30 millisecondes, j'ai 10 millisecondes à disposition, je les prends. Ensuite, je reprends ici ma tâche T1. L'idée aussi de reprendre T1 là, plutôt que de continuer sur T3, c'est aussi pour minimiser la gig. Là, je suis en train de me mettre un jitter le plus petit possible sur ma tâche T1. Là, j'ai T2 qui n'est pas nécessaire. T2, c'est terminé pour sa première occurrence. Donc là, j'ai du temps pour T3. Donc je vais exécuter 15 millisecondes de T3. Toujours pas fini par contre. Ensuite, je reprends T1. Là, je mets du T2. Et finalement, je peux finir T3. Et ensuite, pour terminer mon cycle, j'ai plus qu'une occurrence de T1 à exécuter. Et ensuite, vu que j'atteins mon cycle majeur, j'ai plus qu'à reporter la même chose pour la suite. Donc là, ce qu'on voit, c'est que j'ai pu le faire. C'est-à-dire que j'ai un ordonnancement qui marche, qui tient la route. Le problème, c'est que je dois décomposer T3 en une partie qui dure 10 millisecondes, une partie qui dure 15 millisecondes et une partie qui dure 5 millisecondes. Donc a priori c'est faisable, mais il faudrait remesurer ces différents bouts. Il faut pouvoir sauvegarder l'état d'une fonction, donc on va décomposer une fonction, plusieurs fonctions avec des états intermédiaires à devoir sauvegarder. Donc en termes de programmation, programmabilité, on a quelque chose qui est largement moins agréable dans ce cas-ci. Ça c'est un des soucis de cyclic scheduling. Alors un des avantages par contre, c'est qu'on peut atteindre un taux d'utilisation de 1, puisqu'on ordonnance les choses comme on veut. Là en l'occurrence, ici j'ai une tâche T1 qui a un taux d'utilisation de 10 sur 25, T2 de 2 sur 5, et puis de 1 sur 5 pour T3, d'accord? Ce qui me donne un taux de 100%. Vous pouvez faire la somme, en fait, des taux d'utilisation, vous obtiendrez 100%. Et donc, je vais pouvoir les ordonnancer de cette manière-ci. J'exécute T1, puis un bout de T2, T1, je termine T2, ensuite un bout de T3, T1, et puis ensuite de nouveau un T2, et là, je me retrouve avec, à la fin du cycle majeur, j'ai bien exécuté les 20 millisecondes de T3 une fois, les 20 millisecondes de T2 deux fois, et les 10 millisecondes de T1 quatre fois. Et là, encore une fois, je peux continuer comme ceci. Donc là, j'ai un taux d'utilisation à 100%. On verra que pas tous les algorithmes ne se permettent d'arriver à ça. Alors, un petit souci quand même, c'est qu'on a besoin de ce plus grand diviseur commun.
pour le cycle mineur. Et donc là, précédemment, j'avais des périodes harmoniques très pratiques, j'avais 25, 50 et 100, qui sont donc des multiples les uns des autres, et donc j'avais 100 comme cycle majeur, c'était parfait. Maintenant, on imagine qu'il y a des contraintes qui changent sur mon système, et donc je dois changer la période d'une de mes tâches. En l'occurrence, je change la période de TB, qui ne vaut plus 50 millisecondes, mais qui vaut 45 millisecondes. Ça a une énorme influence en fait sur mon système. Pourquoi c'est une énorme influence? Parce que du coup, mon PGCD des périodes, cette fois-ci, c'est 5 millisecondes, et plus les 25 millisecondes précédentes. Mon cycle majeur, cette fois-ci, c'est 900 millisecondes, qui correspond donc à 900 divisé par 5, c'est-à-dire 45 cycles mineurs. Et là, ça fait largement moins plaisir, parce que du coup, la tâche A, je vais devoir la décomposer en deux parties. La tâche B, je vais aussi devoir la décomposer en deux parties. Et j'ai un ordonnancement qui va devenir très très compliqué. Donc ça, c'est un des soucis en fait du cyclic scheduling, qui fait que si à un moment donné j'ai quelque chose qui change, je peux me recommencer tous les calculs, je peux recommencer tout mon ordonnancement, ce qui n'est pas tip top. Voilà, donc ça, c'est une délimitation assez claire, qui fait que ça se prête bien à des tâches harmoniques, mais un peu moins à des tâches avec des périodes complètement particulières. En termes d'implémentation maintenant, voilà comment tout simplement on pourrait le faire. On est ici sur du code à l'accès nommé. Je ne teste pas les valeurs de retour, c'est juste pour la simplicité du code, en disant j'attends une période, j'exécute la procédure 1 puis la 2, j'attends le réveil suivant, j'exécute la 1 et la 3, j'attends la suivante, je fais la 1 et la 2, j'attends la suivante et je fais la 1. Ça correspond à l'ordonnancement que j'avais précédemment dans mes slides, avec mes trois tâches harmoniques. Donc voilà, il faut juste que j'ai défini les procédures 1, 2 et 3 pour mes tâches A, B, C, et le tour est joué. Voilà, donc ça, c'est une manière de le faire. On peut jouer un peu avec des manières différentes de représenter les choses. Donc, je peux avoir un wait period, un compteur ici, sachant que là, dans l'exemple que j'avais un cycle mineur de 25 millisecondes, un cycle majeur de 100 millisecondes, donc j'ai 4 cycles mineurs dans un cycle majeur. Donc, j'utilise ici un compteur que je vais incrémenter, modulo le nombre de cycles mineurs dans un cycle majeur. Et puis, à chaque valeur du compteur, je vais choisir quelles sont les procédures que j'exécute. J'exécute ici toujours la 1, et puis 2 fois la 2 et 1 fois la 3. D'accord ? Ça correspond toujours à mon même code que précédemment. On peut aussi s'amuser à décrire ça dans un tableau. On pourrait avoir un tableau d'exécution qui contient un nombre de cycles correspondant au nombre de cycles mineurs dans le cycle majeur. Et puis, un nombre de procédures, une deuxième dimension, correspondant au nombre de procédures qu'on pourrait avoir. En disant, j'attends une période, une fois que je dois exécuter quelque chose, je regarde, est-ce que je dois exécuter la procédure 0, est-ce que je dois exécuter la 1, la 2 et la 3. Je les exécute à chaque fois si c'est nécessaire. Puis ensuite, j'utilise la même idée d'avoir un modulo sur les cycles pour aller, en l'occurrence ici, c'est peut-être 0 à 4 dans l'exemple précédent, mais voilà, on peut imaginer que ça soit autre chose. On peut s'amuser encore un peu, là c'est pour ceux qui aiment bien du C, faire du C. J'attends la période, et ici pour chacune des tâches, je vais regarder est-ce que je vais exécuter ceci. Donc je regarde dans un tableau qui, pour une tâche, pour un certain cycle, va dire est-ce que ça c'est vrai ou pas, et si oui, j'exécute directement ce que j'ai dans le tableau. Ici, c'est donc une fonction. Et puis ensuite, j'itère sur les cycles. Alors, la question, c'est de quel type est, ici, mon tableau tab exec. Alors, pour faire une petite pause, réfléchir un peu, et la réponse vient juste après. Alors, mon tableau ici, c'est simplement un tableau à deux dimensions de fonctions. D'accord ? Donc, qui peut se déclarer comme ceci. D'accord ? Ou bien utiliser un type-def et ensuite déclarer un élément de ce type défini. Il manque juste le tab exec t ici pour que ça se passe. Pardon, non, il est ici, tout va bien. Donc voilà, on peut définir ce type-là, et puis ensuite le remplir en fait, typiquement à l'initialisation, ou bien de manière statique. On pourrait créer ça de manière statique en mettant à l'intérieur les pointeurs des fonctions directement. C'est juste ça un peu c'est juste pour la beauté de la chose en fait. Parce que c'est rigolo du C avec des pointeurs de fonctions dans un tableau à deux entrées.
Alors, pour conclure sur ce cyclic scheduling ou timeline scheduling, avantage, c'est que si on n'a pas de noyau à disposition, eh ben, on peut faire du temps réel en décomposant un système en fonctions et puis en ayant un timer qui nous trigue des cycles mineurs. C'est très prédictible, donc en termes de vérifiabilité, de fiabilité, on sera très bon. C'est pour ça que ça a été beaucoup utilisé dans l'avionique notamment. Par contre, bon, voilà, en fonction des fréquences, donc des périodes des différentes tâches, ben, c'est un peu embêtant parce qu'on a ce plus grand diviseur commun qui pose problème. Et puis, on aura quelque chose qui est très fixe, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à dynamiquement changer cet ordonnancement. Donc, s'il y a maintenant des choses qui ne se passent pas bien, d'un coup, il y a une tâche qui prend un peu trop de temps à s'exécuter, ça va être un peu délicat de gérer ça correctement. Voilà, donc ça, c'est une chose sur laquelle on pourrait se retrouver dans un système très simple en bare metal. Maintenant, pour la suite, eh ben, on va s'intéresser à ce qui se passe avec du multitâche.